intéressé au maillage entre les arts et l'éducation relative à l'environnement, sans le savoir, lorsque je faisais mon baccalauréat en enseignement de la musique. Donc, moi, ma perspective est vraiment celle de l'enseignement de la musique en milieu scolaire. Et bon, j'ai un modèle qui existe et un qui avait attiré mon attention, donc celui du compositeur canadien Raymond Murray Schafer, qui est un des compositeurs les plus importants au Canada, donc qui a écrit des œuvres majeures en musique savante, qui ont maintes fois primées. Mais aussi, c'est un pédagogue, c'est beaucoup impliqué dans la pédagogie. Et il a été un des premiers à alerter l'opinion publique mondiale sur la question de la pollution sonore, donc ses impacts sur la santé humaine, mais aussi sur les écosystèmes. Et il est l'initiateur du concept d'écologie sonore avec un groupe de recherche à Vancouver, à l'Université Sarah-Lachlan. Et ce noyau de chercheurs dans les années 70 a vraiment initié toute la réflexion sur l'écologie sonore. Et aujourd'hui, c'est un champ de recherche qu'on appelle les sound studies, les études sur le son. C'est un domaine en explosion. C'est toutes les sciences ou les disciplines qui produisent des savoirs relatifs au sonore. Donc, ça peut être autant la psychologie, l'acoustique, l'urbanisme, bref, toutes les sphères de recherche peuvent être intéressées par la dimension sonore. Et c'est incroyable de voir le nombre d'ouvrages qui sortent depuis une dizaine d'années sur ce thème-là. C'est vraiment très populaire. Donc, Schafer, qui est lui comme compositeur en ligne directe avec John Cage, en fait, développant ses théories, les développe. Il nous propose de voir, d'entendre l'environnement sonore comme une immense composition musicale perpétuelle qui change constamment. Alors, peu importe où on est, on se déplace à un autre endroit, c'est un autre environnement sonore, et tous les sons qui composent cet environnement sont comme les instruments d'un grand orchestre. Et donc, de cette composition musicale perpétuelle, qui nous environne constamment, on est d'abord le public, parce qu'on entend ces sons constamment. On ne peut pas fermer les oreilles, on se met des bouchons, on peut se mettre des écouteurs. Et on est également les interprètes de cette composition musicale parce qu'on produit des sons en vivant, en vaquant nos occupations quotidiennes. Et c'est là qui est intéressant dans la proposition Schafer, nous sommes aussi les compositeurs de chacun d'entre nous, on peut être compositeur. Et là, on peut choisir l'orchestration de ce paysage sonore qui nous environne. Alors, quels sons voulons-nous entendre et quels sons ne voulons-nous pas entendre dans nos villes, dans nos campagnes? Et là, par exemple, est-ce qu'on préfère entendre le chant des oiseaux ou la machinerie lourde qui est sur les boulevards? Donc là, on peut se poser cette question. Et dès qu'on peut apporter une réponse, on est confronté à toutes sortes de questions politiques, économiques, bref, ou des enjeux environnementaux, en fait. Et voilà, donc en éducation musicale, on va développer les compétences musicales, non plus à partir, on peut le faire, à partir de la gamme, mais plutôt à partir de l'environnement sonore. Donc, on va apprendre à écouter l'environnement sonore comme si on écoutait une composition musicale, on va l'analyser, on va accueillir des notions théoriques sur l'environnement sonore, et ensuite, on va engager les élèves dans des créations musicales, des créations sonores qui exploitent les sons de l'environnement. Essentiellement, je résume l'idée de cette façon-là. Donc, et mon projet que je mène à long terme, c'est cette proposition d'éco-éducation musicale. Donc, comment on peut vraiment arrimer l'éducation musicale et l'éducation relative à l'environnement au-delà d'une chanson sur le thème de l'environnement. On peut vraiment aller en profondeur dans un rapport à l'environnement et une pratique artistique cohérente avec tout ça. Voilà. Avec ce que Vincent vient de dire, j'ai
problématique par la même raison que toi, parce que à un moment donné, j'ai compris que les arts plastiques à l'école, c'est pas seulement de dessiner, c'est pas du tout de dessiner des fleurs et des papillons, mais aller plus loin, voir quel questionnement cette discipline scolaire peut amorcer. Donc, on va dire que ma recherche actuelle repose sur deux axes, deux idées de base. Premièrement, comment par les arts sensibiliser aux enjeux sociétaux, comme Lucie l'a déjà dit. Parenthèse, je vais faire une petite publicité à un colloque à la face qui s'appelle Éduquer par l'art, en lien avec les enjeux sociétaux à l'école et au-delà. Donc, vous êtes bienvenus au colloque de la face à Avignon à l'EPO ce printemps au mois de mai. Qu'est-ce qui m'a poussé à m'interroger à cela? Je vais citer une citation de Joëlle Zask, c'est une théoricienne de l'art en France, qui parlait du fait que l'analyse de l'art peut nous éclairer sur la signification des concepts politiques clés, tels que la citoyenneté, l'engagement, la reconnaissance, la pluralité. Et donc, c'était notamment l'auteur de plusieurs articles d'un livre, Pratique artistique, économique et démocratique. Donc, on voit bien qu'il y a un lien, il y a une réflexion sur ce que l'art peut apporter en termes d'éducation. Donc, ça, c'est le premier point d'intervention qui m'a motivé à m'intéresser à cette problématique. Dans mon travail quotidien avec mes étudiants, parce que je forme les futurs enseignants en art plastique au primaire et au secondaire, on ouvre une spécialité cet automne à l'UQAM, j'avais pensé à une notion, je l'ai improvisée en citant Chevalard qui parle de transposition didactique des arts, des sciences à l'école, c'est-à-dire donner un sens didactique à une matière. Moi, je l'ai un peu plagié, si je peux dire, je pense à une transposition éducative. Ça veut dire comment les arts, qu'est-ce qu'on peut aller chercher, non pas de ce que l'art est, ça c'est la discipline scolaire, mais ce que l'art fait. Ça veut dire qu'est-ce que l'art, par le sensible, peut éveiller chez l'élève, chez les citoyens, et comment l'art nous permet de poser un regard sur ce rapport au monde, à la planète, aux enjeux, et puis trouver notre place et aller plus loin, faire des gestes pour la planète. Donc c'est grosso modo ça une préoccupation qui m'amène ici et qui m'a motivé à participer à cet tableau et puis à la revue. Voilà. Alors maintenant je suis un peu en accord avec tout ce qui a été dit. D'abord, j'ai rencontré Vincent Pasquini, justement dans des études avec Raymond Murray-Schaeffer, le paysage sonore. C'est vraiment ce qui nous a, je pense, vraiment connecté au départ dans nos recherches. J'ai commencé à travailler avec lui aussi, CFK. C'est comme ça que j'ai aussi connu le Centre Art. Et c'est lors du forum planétaire en 2017 que nous avons commencé à travailler conjointement, je pourrais dire, sur l'aspect de justement des balades sonores. Donc, nous avons proposé une balade sonore dans le forum et aussi on a proposé une communication par la fiche avec Laurence Briard, qui est le professeur ici aussi au Centre. J'avais préparé une petite diapo. Mais bon, finalement, c'est pas 5 minutes. Alors moi, dans ma pratique, d'abord ma recherche s'intitule Paysage et empreinte sonore, une pratique de l'écoute en art contextuel. C'est le titre actuellement, mais éventuellement ça va encore changer. Donc je suis à l'étape d'écrire la rédaction de la thèse. Et puis oui, effectivement, la balade sonore pour moi, c'est vraiment une pratique, une stratégie sur le terrain qui me permet finalement de créer de l'écoute, ou en tout cas de pointer, de montrer l'écoute, ce qui est assez particulier, comme on peut le dire, mais et notamment
proposant des balades collectives, et qui sont aussi, même plus que collectives, 2 par 2, avec des passages justement à l'aveugle, où on est guidé par quelqu'un qu'on ne connaît pas, idéalement même. Et donc, pour pouvoir s'isoler de la vision complètement et d'entrer dans vraiment la dimension sonore du monde. Donc ça, c'est une partie qui m'apporte, moi, beaucoup d'informations. C'est comme une façon aussi d'avoir une cueillette de données sur le terrain en participant avec les gens, parce que finalement, chaque groupe m'apporte aussi une nouvelle réflexion, mais des nouveaux échanges qu'on peut faire ensemble sur l'écoute. Et à travers ces balades-là, j'ai développé différentes stratégies, d'autres stratégies d'écoute. Donc, entre autres, on voit toujours des loups sur les yeux, mais évidemment, on va inverser le rôle dans chacune des marches. Donc, le guideur va devenir l'aveugle et vice-versa. Et à d'autres moments donnés, je vais faire aussi, on va arrêter la marche et on va faire une partition d'écoute. Ce que j'appelle une partition d'écoute, donc ça veut dire de simplement dessiner selon des codes qui vont venir par nous-mêmes, soit des codes de chiffres, de couleurs, de mots ou de lignes, du geste impulsif par rapport au son qu'on entend et surtout aussi par rapport à donc c'est un exercice qui aide à nous situer dans l'espace par rapport au son et à l'espace public. Donc la prochaine image, je pense que c'est... J'ai appliqué ça aussi avec les enfants. Moi, je suis quelqu'un qui, dans ma pratique, travaille beaucoup aussi en médiation culturelle dans les écoles et propose des activités de tout petit, de la maternelle jusqu'aux enfants, même aux personnes, aux jeunes qui sont des adolescents qui, par exemple, au secondaire, par exemple, au niveau secondaire. Et encore là, on va faire le même genre d'exercice. Je vais proposer la marche à l'aveugle, mais aussi d'avoir une écoute sur les couches sonores, par exemple. Qu'est-ce qui peut prendre les plans, deuxième plan, qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc l'idée d'avoir les yeux fermés nous aide vraiment à entrer dans cette espèce de dimension de couches sonores. Comme par exemple, comme j'ai 5 minutes, on pourrait peut-être prendre 1 minute de silence, se fermer les yeux et écouter ce qui se passe ici. Comme disait tout à l'heure Vincent, qui parle d'une espèce de composition musicale, on peut voir qu'il y a vraiment des plans près, et selon où on se situe dans l'espace, on peut se situer nous par rapport au son qu'on entend, mais aussi essayer de comprendre où est-ce qu'ils sont situés ces sons-là, et d'où ils viennent, et c'est des sons encore plus loin, plus rapprochés, ou qu'est-ce qui forme aussi comme une trame sonore de fond, comme cette espèce de ventilation qui est derrière, qu'on entend, qui est assez subtile. Puis à ce moment-là, quand on porte vraiment attention à cette écoute-là dans l'espace public, oui, il y a des sons qui sont des bruits néfastes, qui sont de la pollution, mais en même temps, c'est vraiment ce qui nous affecte parce qu'on est urbain, c'est notre milieu de vie. Et puis à travers ça, on peut bien dire que c'est tout du bruit qu'on ne peut pas l'écouter. En même temps, à travers ça, il y a aussi un rythme qui s'installe, aussi une mélodie qu'on peut entendre. Donc moi, je pense qu'il n'y a pas de mauvais, de bon bruit, il n'y a qu'une perception qu'on doit aiguiser et apprendre à définir puis à qualifier pour éventuellement vivre des environnements plus protégés ou plus. Pourquoi je suis invitée ici, c'est que sur les 10 dernières années, on a travaillé sur un grand projet sur ce qu'on appelle la pantalogie, sur les matières résiduelles. Qui a commencé suite à une résidence qu'on avait eue à l'Université McGill en nanochimie, où on regardait la constitution de certaines matérialités, on travaillait avec des scientifiques. Et on a pris connaissance d'un appel de dossier qui a été lancé par la Fondation Daniel Langlois, qui existait encore à cette époque-là, pour un appel sur l'importance de l'eau. Comme c'était indiqué, c'est que nous, on travaille technologie, nature, philosophie, art. Et alors, c'est toujours une reconfiguration selon ces grands thèmes-là. Et cet appel-là nous a provoqué à dire, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et en même temps, on est toujours en train de penser à l'eau pure qui vient des montagnes. Et on s'est dit, pourquoi on n'explore pas quelque chose d'autre par rapport à l'eau? Et c'est venu de notre rencontre avec ces scientifiques-là à McGill. C'est qu'il y a un scientifique, un biologiste, John Todd, qui est un héritier de la pensée de Buckminster Fuller.
et que lui a élaboré tout un système de traitement des eaux usées. Alors nous, on s'est dit, on ne va pas regarder l'eau dans son aspect pur et vierge, on va regarder les déchets qui sont dans l'eau, parce que pour tout bon écologiste, il faut qu'on regarde ces côtés-là aussi. Alors on ne peut pas juste penser que tout le temps, tout est beau, tout est magnifique, bien que ça l'est aussi. Alors, ça nous a mis dans une incursion. Donc, d'abord, c'était une idée de se rapprocher de choses. Notre approche documentaire nous permet de faire des incursions dans toutes sortes de milieux, de rencontrer des gens formidables. Alors, donc, on va dans ces milieux-là, on fait de la captation vidéo et son. Et ensuite, on prend ça et on crée des œuvres. Et donc, quand on dit documentaire, c'est que c'est quelque chose qui est au-delà de notre propre subjectivité. Ça nous amène dans des milieux très différents. Et en même temps, ben, on prend ces possibilités-là et on crée avec. Alors, l'idée d'expérimental, c'est qu'il n'y a pas de narrativité, c'est que le processus de création vient de l'incursion dans le milieu et on n'a pas d'idée préalable avec ça. Alors, donc, on est allé voir ces systèmes-là de traitement des eaux usées qui ont été faits par John Todd, qui sont basés sur des systèmes d'aquaculture chinoise millénaires, où c'est une série de bassins qui traitent l'eau au fur et à mesure de son passage dans les différents dans les bassins. Et on a comparé ça avec le système industriel du traitement des eaux à Montréal. Par exemple, le système industriel qui est là depuis les années 70, qui est un environnement quand même assez fascinant parce que c'était dans la même période que les grands barrages du Québec. C'est la deuxième plus grande installation en Amérique du Nord. Et alors donc, on cherche à toujours mettre des choses différentes ensemble, sans jugement moral, parce que encore là, toutes ces choses-là existent. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de les mettre ensemble et de les travailler de l'intérieur de cette façon-là. Donc ça, c'était le projet sur les eaux usées, qui nous a amené à faire beaucoup de versions. On a commencé en 2006, on l'a présenté dans une maison, dans un jardin botanique, dans un terrain vague. On a fait beaucoup de choses avec ça. Puis ça a aussi engendré toute la série. C'était une série qui a duré 8 ans en tant qu'œuvre, mais ça nous a amené à s'intéresser à le site d'enfouissement de déchets. Donc dès qu'on est dans un projet, on n'a pas planifié d'avance. On n'a pas dit, oh ben là, ça va être le site d'enfouissement de déchets, après ça va être la pollution. Non. Ça arrive parce qu'on est dans le travail. Notre démarche est entièrement basée sur ça. C'est que le fait de faire ces incursions, de rentrer en contact, fait en sorte que nous, on est transformés et évidemment notre démarche artistique est transformée. Alors donc là, on a fait des incursions dans le site d'enfouissement de déchets de Lachenay, donc c'est le plus grand de Montréal. Alors là, on va là, on rencontre les gens, on fait la captation, on comprend tout le système, parce que ce sont des systèmes. Tout comme le système de l'art est un autre genre de système. Le système de l'éducation est un autre système. Alors, que font ces systèmes-là ensemble? Et donc, avec ces incursions, on a plusieurs œuvres. Donc, à chaque fois, c'est la force de la matérialité, la force d'un agir distribué entre humain, technologie et matérialité. Et ça nous a amené encore à explorer la pollution électromagnétique et la pollution atmosphérique dans 2 autres pièces. Alors là, je vous résume vraiment un tour d'horizon très rapide. Mais c'est 5 grandes œuvres qui se sont échelonnées sur presque 10 ans. Et ça m'a amené à, maintenant que je ne peux pas dire que j'ai terminé ça parce que c'est jamais terminé, mais j'ai aussi fait ma thèse de doctorat avec ces tests-là. J'ai travaillé à l'Université de Montréal en communication, donc je me suis déterritorialisée en allant en communication, encore un autre domaine. Et puis maintenant, en venant à l'école, avant mon école, il y a aussi 2 profils, on a création et on a éducation. Donc à l'école des arts visuels et médiatiques, donc à la faculté des arts. Et j'ai senti le besoin parce que dès qu'on se penche sur les matières résiduelles, il y a bien sûr les questions des changements climatiques qui viennent avec ça, parce qu'on est dans la production de méthane, le CO2, c'est tout un ensemble. Alors nous, maintenant, où est-ce que je m'en vais avec ça? Grâce à toutes ces expérimentations-là, c'est que là, je développe une chaire de recherche sur l'art, la recherche-création, les éco-technologies, et ça, je pourrais définir plus ce que c'est, parce que c'est pas exactement dans la même logique qu'on l'entend actuellement, et les changements climatiques. Alors, je m'apprête, je suis en fin de parcours pour déposer ma demande de chaire. Je travaille avec un scientifique qui est spécialiste en forêt, sol,
forêt et sol. Et nous, on va travailler ensemble sur ce grand projet d'amener l'expérience des changements climatiques dans une expérience sensible pour les publics. Donc, une incursion dans plusieurs communautés de Montréal. Alors, c'est comme vraiment la prochaine grande étape. Alors, je vais ça me fait penser à Edith Planche, Pierre Planche, qui a publié, je ne la connais pas malheureusement, mais j'ai lu ses publications. Donc je crois qu'une des réponses, ça serait dans ses travaux à elle qui affirme que c'est le sensible qui est la dimension réelle qui répond à cette question. C'est par le sensible qu'on peut emmener le public, que ce soit les élèves, des adultes, des enfants, à sentir les résultats de l'activité humaine sur la Terre, que ce soit la problématique de la pollution, des changements climatiques, etc. Donc je crois que ça comme ça, en face d'une science qui nous donne des chiffres, qui nous montre les résultats de l'action humaine sur la planète, les résultats néfastes, il y a de l'autre côté le sensible, qui est probablement plus efficace parce que ça passe par le cœur, ça passe par l'âme, moins par le raisonnement, mais par le sensible. Donc, je crois que, en tout cas, je le fais dans mon travail avec les étudiants qui ont tous accès à des chiffres, à des données scientifiques. Mais quand on se penche sur une œuvre d'art qui parle de cette problématique, une œuvre d'art qui n'est pas forcément belle, parce que on s'entend que dans un paradigme classique, on pense à l'art égale beauté, mais avec les transformations contemporaines de l'art, les œuvres d'art ne sont pas forcément belles comme aspect. Et c'est ça la clé qui amène une réflexion. Ce que je fais avec mes étudiants, on regarde une œuvre, Ian Baxter, vous connaissez peut-être, c'est un artiste qui exploite beaucoup le sujet de l'écologie, de l'environnement. Et d'autres artistes qui exploitent, par exemple, on a une artiste de la République qui va ramasser des cadavres des animaux, des oiseaux qui se font tuer sur l'autoroute 117, qui va en Abitibi. Et puis, bien évidemment, quand on regarde ces animaux empaillés, est-ce que c'est de l'art? On vient avec une idée que l'art est beau, et puis la première relation avec l'œuvre d'art, c'est le choc. C'est pas beau, et est-ce que c'est de l'art? Qu'est-ce que ça veut dire? Et on va dans une deuxième lecture, on va aller chercher l'essence, donc l'engagement de l'artiste, qu'est-ce qu'il veut dire. Et c'est comme ça qu'on décortique, comme tu disais, Madeleine, on décortique les arrière-plans d'une œuvre, et puis on se pose des questions. Et c'est par l'appréciation des œuvres d'art contemporaines que je fais cette entrée dans la question ce que l'art fait. Donc ce que l'art peut nous faire du point de vue sensible, et puis on se pose des questions, et puis on s'avance dans cette réflexion. Donc c'est ma vision de formatrice, de formateur, ce que j'ai comme les futurs enseignants. Mais mes collègues vont répondre peut-être de tout point de vue à cette question. Mais je pense que la question de l'art contemporain, en fait, dans ce qui nous intéresse, dans l'art contemporain, il y a vraiment doit y avoir une place importante dans cette éducation du sensible et puis la réflexion sur l'environnement. Justement parce que l'artiste a une démarche, un propos, une réflexion qu'on peut amener les participants, les élèves à s'approprier le contenu, le message de l'artiste qui est souvent bien argumenté, une réflexion théorique derrière. Comme tu dis, Maria, il y a des couches dans lesquelles on peut entrer. Si
c'est sûr que toute forme d'art, on peut trouver des liens. Mais moi, j'ai trouvé que ces nouvelles formes, nouvelles pratiques permettent comme un accès direct à la réflexion sur l'environnement. Je suis d'accord en grande partie dans le sens que la question du sensible, c'est quelque chose qui est à propos du corps en entier. Donc, c'est pas juste le raisonnement, mais ça inclut le raisonnement. Et je crois que, d'abord, ce que j'explore dans mon prochain programme de recherche, c'est qu'il y a un grand échec par rapport à la communication des données qui viennent de la science et des gouvernements par rapport au changement climatique. Et d'abord, c'est présenté toujours dans une approche apocalyptique. C'est incompréhensible pour la plupart des gens, même si c'est très près d'eux. Les gens sont dans un déni, ils pensent que c'est plus loin, ils pensent que ça se passe ailleurs. Et je pense que la question du sensible ici peut avoir un impact. Mais j'aurais tendance à dire, je ne pourrais jamais penser quel impact au départ. Donc on peut dire oui, le sensible, mais comment est-ce que le sensible, on ne peut pas avoir un objectif de transformation du sensible. Ça peut juste se faire ou ça ne se fait pas. Je veux dire, on ne peut pas quantifier cette chose-là. Mais en même temps, je crois qu'il y a vraiment l'occasion, un peu comme Naomi Klein en parle des changements climatiques, c'est une occasion pour se mettre ensemble et transformer certains systèmes. Et est-ce que ça passe autant par là? Mais moi, je pense que ce qui manque, c'est l'économie. Parce que, bon, on a tous ces volets-là, mais c'est l'économie. Si on se penche aussi sur écologie, économie, ben, c'est là qu'on va avoir plus d'impact. C'est ça qu'on cherche. Moi, j'ai envie de faire plus d'études en économie maintenant. Juste parce que bon, je ne connais rien, et puis en même temps, ben, pourquoi je donnerais tout ce pouvoir-là à ces personnes-là qui n'en ont rien à foutre de l'environnement. Alors, donc, je suis très, très sensible à ça parce que donc, je pense qu'il manque un volet dans les trios. Mais je pense qu'il est intelligent. Ah oui, parce que quand on parle d'éducation relative à l'environnement, c'est sûr que les dimensions économiques font partie de la démarche. Mais peut-être qu'il faut, un peu comme dans l'approche scientifique, l'environnement est implicite, et je pense qu'il faut l'amener au premier plan. Parce que c'est vraiment là où ça se passe. Moi, quand je parle d'économie, c'est pas l'argent, c'est la relation, c'est l'échange qui se produit dans un milieu. Alors, ça peut être aussi monétaire, mais c'est vraiment une question d'échange. Donc, tout comme l'écologie, c'est pas la nature, c'est quels échanges se produisent dans ce milieu. Alors, c'est ça qui est intéressant. Par le sensible, mais aussi par le corps, comme disait Gisèle, je trouve que c'est une approche somatique qui est importante. Puis l'art, moi, ce que la part que je vois dans cette idée de partage de sensibles, c'est aussi par l'expérience, parce que l'art peut nous permettre d'expérimenter non seulement une troisième identité qui est un objet ou autre, mais d'expérimenter ce qu'on ressent face à là où on est et où est-ce qui se passe autour de nous. Donc je pense que les approches pour moi dans tout ce qui est pratique relationnelle, pratique contextuelle, d'être en rapport direct avec le lieu, de faire des projets dans les espaces publics, artistiques et qui ont évidemment une vocation environnementaliste, me permet en tout cas personnellement de pouvoir vraiment avoir des échanges concrets. Puis c'est sûr que quand on parle de projets artistiques en espace public, c'est vraiment de la micro-politique, on va dire, mais je pense que quand on est dans le concret, dans l'expérience directe, c'est à ce moment-là qu'on peut aussi parler de politique et d'économie, et de politique aussi. Tout ça passe par le cadre, en même temps qu'on l'a pas ressenti ce qui se passe. Et puis, je vais vous dire franchement, les balades sonores, on peut en faire comme dans la définition, ça peut être technologique, ça peut être avec toutes sortes d'appareils, mais juste, la plupart du temps, de le faire avec nos oreilles. Moi, j'ai rien inventé, hein, ça fait depuis les années 60 que ça se fait, des marches sonores, mais de perpétuer cette pratique-là avec des gens qui n'ont jamais vécu, juste de marcher en silence en groupe, puis d'écouter. Je veux dire, c'est fou, parce que nos oreilles, c'est ce que notre oreille de haute définition, de haute qualité. Mais du coup, ça nous fait prendre conscience vraiment de choses importantes et politiques. Justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est en rapport avec
des espaces publics sonores, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que notre espace public visuel il a été vraiment pris par les gens de l'économie, par exemple. Il n'y a pas un espace visuel qui n'est pas en train de nous solliciter pour qu'on achète, qu'on devienne des consommateurs, et encore, et encore, et encore. Mais si on ne fait pas attention, éventuellement, ça va être des espaces sonores publics aussi qui vont être propagés, qui vont être pris. Il y a des designers d'art sonore, des designers sonores qui sont en train en ce moment de travailler sur l'évolution des sons de l'automobile, par exemple, où le klaxon va devenir un son, par exemple, le klaxon d'une mobilette de livreur de pizza va émettre le son de Pizza Hut en démarrant, par exemple. De toute façon, le moteur, c'est des choses qui existent déjà, puis il y a une écrivain, une auteure, une chercheuse privée, indépendante, qui est Juliette Voltaire, qui a vraiment écrit sur ce sujet-là, qui est vraiment très intéressant, puis je vous le conseille à tout le monde, Juliette Voltaire, qui a notamment écrit sur le son et l'art, le son et la guerre, et cette partie sur le son et l'espace public sonore. On parlait du sensible, l'impact, c'est sûr, mais dans tout processus éducatif, on ne peut pas vraiment prévoir l'impact qu'on va avoir sur une personne, mais sur le plan éducatif, c'est ce qu'on souhaite faire avec l'éducation artistique, c'est-à-dire c'est éduquer le sensible, c'est-à-dire essayer de donner des occasions et puis des clés aussi pour avoir une prise sur l'objectiver le sensible. Je ne sais pas comment on peut le dire, mais et c'est par la récurrence des expériences artistiques, puis avec une, je dirais, mettre des mots sur ce qu'on ressent. À un moment donné, on développe cette sensibilité, on construit quelque chose, mais je pense que c'est à long terme et la fréquentation des œuvres qui traitent ou abordent des questions environnementales, c'est à la fois le développement des compétences artistiques et la sensibilisation aux questions environnementales. Et je pense que c'est l'objet de l'éducation artistique de travailler sur le sensible. Est-ce qu'on peut mesurer, je ne sais pas, on peut mesurer la sensibilité d'une personne, et je pense que ça va avoir une incidence sur la manière de faire. Donc ça pourrait amener des transformations. Mais pour être honnête avec vous, moi, ça fait 15 ans que j'enseigne dans mon département, il y a très peu de personnes qui traitent de ces questions-là. Les artistes, en tout cas à mon école, c'est vraiment leur subjectivité avant tout. Et moi, c'est quelque chose qui me désole beaucoup parce que bien que c'est très important, mais c'est pas que ça. Surtout avec l'état du monde dans lequel on est. Je pense que c'est un repli pour être capable de vivre. Je pense que c'est important. Mais ce repli-là, il doit se déplier, se replier, se déplier. Il y a vraiment toute une série de mouvements à faire qui je dois dire que je trouve que l'éducation en art, donc ça va être art visuel, médiatique, je trouve que c'est limité. Et je pense qu'on a besoin d'avoir plus de liens avec peut-être des systèmes plus établis, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est un constat que je fais. C'est un groupe minimal qui va s'intéresser à ça. Puis franchement, moi, ça m'a fait beaucoup dans mon enseignement. Oui, je vais continuer ton idée. En éducation, en formation des futurs enseignants, on peut apporter, disons, une dimension plus pragmatique à cette idée, à cette démarche de sensibiliser à la pauvreté, à racisme, etc. Parce que le programme de formation de l'école québécoise propose les 5 domaines généraux de formation. Donc, on a là des arguments pour le fait, c'est pas parce qu'on est dans la poésie qu'on veut sensibiliser, mais parce que ce que j'explique à mes étudiants, dans leur travail en tant qu'enseignant à l'école, il y a un document obligatoire qu'ils doivent respecter, qu'ils doivent mettre en place. Donc il y a les matières, les disciplines, et il y a les domaines généraux de formation. On a l'environnement et la consommation, on a l'éducation au lieu d'ensemble, etc.
Donc c'est là où ça s'enclenche une discipline artistique, politique, et puis quelque chose qui relève d'un document obligatoire. Et donc c'est par ce mariage, comme je dis, qu'on peut apporter des arguments plus pragmatiques. Pourquoi on le fait, pourquoi on s'intéresse à ça. Je l'explique, c'est obligatoire, c'est sûr que la société attend de vous en tant qu'enseignant à l'école. Donc c'est peut-être là une occasion d'argumenter, de faire ce croisement. Mais c'est vrai que c'est pas encore dans les traditions de formation. Et moi, quand je donne des cours de fondement de pédagogie musicale ici, puis mon curriculum caché, c'est vraiment de sensibiliser les... c'est pas juste caché parce que je leur dis, c'est-à-dire qu'il faut que l'enseignant de musique, il rentre à l'école, puis il y a un projet éducatif. Alors, tu ne vas pas seulement enseigner des techniques musicales, moi j'ai pas de projet éducatif autour de ça. Alors, il faut les sensibiliser. Magali participe à ce cours-là, dans le baccalauréat d'enseignement des arts, le cours Femmes 4006, qui est atelier de création interdisciplinaire, où on met des étudiants qui proviennent de différents départements, musique, théâtre et danse. Et donc, ils vivent une pédagogie du projet et là, on a intégré l'éducation relative à l'environnement. Donc, on va prendre une question environnementale et collaborer, produire une œuvre en art actuel sur le thème de question environnementale. Et donc, on doit faire une recherche sur la problématique du fait. Donc, acquérir des connaissances et puis ensuite transposer ça dans une œuvre. Mais oui, c'est ça. Donc, mais c'est vrai qu'il faut ça doit être intégré dans le cursus, dans la formation. Parce que sinon, les liens ne seront pas là.